Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette troisième livraison de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Si vous nous recevez à l'instant, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est l'heure du programme qui fait la part belle au décryptage de l'actualité telle que parue dans les journaux durant la journée. Je vous invite à vous installer confortablement et à parcourir avec nous les titres sélectionnés par notre rédaction centrale qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la revue des Grandes Unes. Nous ouvrirons le bal avec la première thématique consacrée à cette émission, ces derniers événements survenus dans la ville de Bamenda, l'une des villes en proie à la crise anglophone depuis plus de 5 ans. Et le journal La Nouvelle Expression nous informe que justement sur le théâtre de ces actes, un militaire assassine 2 civils. C'est le titre de La Nouvelle Expression de ce matin qui justement relaie le fait que cette scène effroyable digne de films hollywoodiens s'est déroulée entre 16 et 17 heures hier du côté de l'hôtel Ayaba. Un forfait, nous dit le journal La Nouvelle Expression, qui est encore à mettre au compte des forces de défense et de sécurité dans une région en proie à la guerre depuis un peu plus de 5 ans. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a justifié cet acte odieux? Peut-on réellement parler d'assassinat? Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la revue des Grandes Unes. Nous parlerons également de cette quête effrénée du pouvoir avec le journal Le Messager. Le Messager qui titre en son pied de une sur les derniers mouvements opérés au sein du Sérail. Être ministre ou mourir, c'est le titre du Messager qui relaie ici que depuis dès février de l'année dernière, lors des doubles scrutins municipaux et législatifs justement, de nombreux mouvements sont enregistrés du côté du parti au pouvoir, des positionnements pour tenter de rafler la mise et devenir ministrable, sauf que dans cette guéguerre de positionnement, il n'en demeure pas moins que la flamme du parti au pouvoir vacille. Est-ce que l'on se dirige justement vers une implosion du parti au pouvoir? Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la revue des Grandes Unes. Nous parlerons de vie chère avec le quotidien Le Jour qui parle justement de cette vie chère et du désarroi des ménagères. Le journal qui relaie que depuis le début de l'année 2022, les populations camerounaises constate une augmentation vertigineuse des prix des denrées de première nécessité, de grande consommation. Les cris des ménagères ne sont toujours pas entendus. Pourquoi jusqu'ici rien n'est fait par le ministère du Commerce pour tenter de désamorcer ce qui s'apparente, ce qui s'approche, nous dit le quotidien Le Jour, vers une bombe sociale? Nous en parlerons au cours de cette édition de la revue des Grandes Unes. Nous parlerons également de batailles foncières. Très souvent, des individus s'installent sur un terrain sans savoir la différence entre le domaine national et le domaine privé de l'État. Eh bien, Forum Libre vous en parle et vous propose de connaître les nouvelles procédures en vigueur pour occuper le domaine national et le domaine privé de l'État. Nous en parlerons. Quelles sont ces nouvelles procédures? De quoi est-ce qu'il en retourne? Quels sont justement les documents qu'il faut en sa possession pour s'installer ou non sur le domaine privé de l'État et sur le domaine national? Nous essaierons d'y voir un peu plus clair au cours de cette édition de la revue des Grandes Unes. Voilà, mesdames et messieurs, les titres sélectionnés par notre rédaction centrale, titres qui constitueront l'ossature de cette troisième livraison de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Et pour comprendre, commenter, analyser, décrypter ces principaux titres paru aujourd'hui au sein des journaux, je reçois sur ce plateau 2 journalistes qui vont apporter de leur expertise pour vous permettre de mieux cerner les tenants et les aboutissants de l'actualité au sein des journaux. D'abord à ma droite, il est journaliste, il nous rejoint sur ce plateau, sûrement, il revient de son arbre à palabre. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous savez, l'arbre à palabre, c'est un arbre sur lequel il faut faire un tour toutes les semaines. Justement, comme à l'époque, mais bien sûr, nos parents et tout. Bien sûr. Donc, je vais dire un bonjour particulier à tous ces téléspectateurs qui, lorsque le jour se lève, se demandent à quel sein comment vont-ils se nourrir. Vous savez, la vie chère, comme le titre Mutation ce jour, on en a tellement parlé que rien ne s'est fait. Au contraire, elle ne fait que devenir plus que chère. Donc, un bonjour particulier à tous ceux-là qui n'arrivent pas à joindre le deux bouts.
Justement, un bonjour particulier à toutes les populations du Cameroun qui ploient de plus en plus chaque jour sous le coup du prix des denrées de première nécessité et de l'ensemble de la vie en général qui devient insoutenable. En face de vous, Idriss Lissom, il est directeur de publication du journal Forum Libre. Il s'est mué aujourd'hui dans la peau d'un homme qui va vous édifier, mesdames et messieurs, sur comment ne plus se faire arnaquer dans la vente et l'acquisition de terrain. Mais en attendant, il est avec nous avec un tas de documents. Il est devenu fan des documents. Prince Harrison Gekam, bonjour. Bonjour Cédric Digne, bonjour très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision. Je voudrais entrer dans cette émission avec une actualité brûlante et surtout très importante qui se passe actuellement du côté de Yaoundé avec un atelier international sur le Covid, c'est-à-dire que l'impact des politiques publiques liées à la pandémie du Covid sur le secteur informel, les femmes et surtout les jeunes. C'est une étude qui a été lancée depuis l'année dernière, notamment en janvier 2021, par le CEREC et d'autres chercheurs en économie pour essayer d'évaluer les politiques publiques. C'est-à-dire que vous savez, il y a eu les affres du Covid et donc ces chercheurs-là, des universités de Burkina, du Sénégal et surtout du Cameroun, sur la coordination du chef de département de l'économie et le professeur Fomba Kamga, Benjamin. Donc, ils se sont proposés d'évaluer les politiques publiques afin de proposer aux gouvernants l'appui, notamment institutionnel, et avec les statistiques, comment aider le secteur informel, les jeunes qui ont été touchés massivement par le secteur qui a été touché par le Covid, notamment aussi les femmes. Donc, c'est une étude qui a lieu, un atelier qui a lieu actuellement à Yaoundé et qui sera ouvert officiellement par les autorités camerounaises, soutenues par l'ambassade du Canada. Nous attendons les résultats de cette étude-là. Forcément qu'ils pourront donner des outils aux gouvernants, et notamment le gouvernement du Cameroun, pour mieux apporter, pour mieux appuyer, autant pour moi, les jeunes, les femmes et surtout le secteur informel qui a été largement touché par la pandémie de coronavirus, cette pandémie de coronavirus qui justement dure depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Nous entrons dans le vif du sujet, messieurs, avec cette actualité parue au sein de la Nouvelle Expression qui nous parle de cet assassinat, c'est à mettre entre guillemets, assassinat d'un militaire qui assassine 2 civils du côté de la localité de Bamenda, plus précisément à l'hôtel Ayaba. Ces événements se sont déroulés hier entre 16 et 17 heures. 2 personnes sont décédées, dont l'une tuée à bout portant, selon ce que nous rapporte le reporter du journal La Nouvelle Expression, et l'autre assommée par la crosse de l'arme de ce militaire-là avant d'être tiré, de se faire tirer dessus. Idriss Lissom, nouvelle bavure militaire, point d'interrogation, ou alors simple acte de précaution, entre guillemets, même si cela a coûté quand même la vie à 2 civils. Comment expliquer cet acte de cet homme en tenue là aujourd'hui? Bon, non, tout cet acte ignoble, cet triste acte que lorsque nous lisons La Nouvelle Expression, qui fait un peu un retour, parce que le reporter lui-même dit que s'il n'avait pas bougé à ce moment-là, lui-même aurait été témoin oculaire, il aurait vécu la triste scène qui a conduit à la mort de ces 2 citoyens. Donc, il faut dire tout simplement qu'à écouter le témoin dans le reportage du reporter de la Nouvelle Expression, celui qui rencontre, qui explique, vous l'avez dit, donc on a tiré à bout portant sur un certain Ibrahim Mawa et que le deuxième a été arrêté puis asséné parce qu'il a reçu d'abord 2 coups avant qu'on l'assomme avec les crosses. Donc en fait, vous savez, le témoin capte une scène à un moment parce qu'il y a coup de feu, les gens s'éparpillent, les gens essayent de se mettre à l'abri et tout d'un coup on constate qu'on tire sur quelqu'un et après l'autre est pris et ainsi de suite. Donc personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une version, tel que l'article le dit, ça veut dire qu'on a pris le militaire qui a tiré sur ces 2. Oui, il a été emmené par les éléments de la gendarmerie. Donc, on l'a saisi. Donc, en fait, ça veut dire que cette enquête, je pense que le ministère de la Défense qui a pris l'habitude de pouvoir réagir promptement et de donner... On aimerait bien savoir qu'est-ce qui a poussé
Qu'est-ce qui peut avoir poussé ces militaires à arriver à ce niveau-là? Vraiment, on aimerait bien savoir. Mais les faits sont là. Il y a eu le coup de feu à bout portant sur un citoyen qui est mort. Et même dans l'article, on constate que les proches et les amis de ce monsieur qui est connu dans la ville sont arrivés à l'hôtel Ayaba pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça. Donc, je pense que c'est triste et l'explication ne peut être que la situation n'est pas encore si calme au niveau du nord-ouest, principalement à Bamenda. Ça veut dire qu'il y a toujours, à tout moment, ça peut partir. Mais pourtant, Ayaba, l'hôtel Ayaba, qui est la lisière entre Downtown et Upstation, pour ceux qui connaissent la ville de Bamenda, est pourtant l'un des endroits les plus sécurisés de la ville. Comment est-ce qu'on peut lier ça aux exactions des séparatistes? Oui, mais c'est ce que je voulais finir en disant que on peut lier ça pour dire que ce soit l'endroit le plus sûr, ce n'est pas la sérénité. La sérénité n'est pas de retour. C'est-à-dire que ce soit dans le quartier administratif, que ce soit à l'hôtel Ayabaki, comme vous le dites, si bien, lorsqu'on y réside, on pense quand même qu'on est, on est au minimum en sécurité. Cela veut dire que tout peut arriver partout à tout moment, même là où on pense être en sécurité. En fait, ça veut dire qu'il faut continuer à faire des efforts pour pouvoir apaiser la situation et que ce type de mort, de citoyen, mort d'homme ou bien de réflexion regrettable arrive. Donc, la sérénité n'est pas encore de retour. Oui, justement, Prince Harrison Gekam, avec vous, je vais évoquer une expression, un mot en particulier du journal La Nouvelle Expression qui titille un peu les sensibilités de certaines personnes. Assassinat. Je précise que lorsqu'on parle d'assassinat, il y a préméditation de l'acte. Cependant, ce qui est arrivé là-bas, même si des éléments portent à croire, peut-être qu'il y aurait eu préméditation, tir à bout portant et assommé avant de tirer dessus, est-ce qu'on peut parler d'assassinat ou bien alors de meurtre, tout simplement? Non, mais vous l'avez défini et vous-même vous avez répondu à la question. C'est-à-dire que si je m'en tiens au récit du reporter de La Nouvelle Expression, Frédéric Taquin, il faut noter que le reporter était sur les lieux du drame. Oui. C'est-à-dire qu'il était pratiquement sur le lieu du drame. C'est-à-dire que le reporter de La Nouvelle Expression venait lui-même laver sa voiture. Oui, puisque ça se déroule à la laverie de l'hôtel Ayaba. Et notamment, la personnalité qui a été tuée, notamment l'homme d'affaires Ibrahim Awa, qui est aussi un propriétaire d'un établissement hôtelier, venait aussi laver sa voiture. Et donc, ici, le reporter de La Nouvelle Expression nous raconte qu'il a bien avant échangé avec le défunt. Oui. Avec le défunt. Et que par après, il lui a même promis à boire. Et lorsqu'il n'a pas décliné l'offre, il lui a dit, écoute, je vais faire une petite transaction et je reviens. Et du coup, par après, il a entendu les coups de feu. Et donc, l'article nous renseigne qu'il y a eu un témoin sous anonymat qui révèle que le militaire, au préalable, a menacé l'homme d'affaires en question avec son arme, l'a assommé avant de tirer à bout portant. Question. Ça voudrait dire, la première observation qu'il faut faire ici, ça voudrait dire que soit les deux hommes se connaissent, soit ils ont eu des échanges de verbal, ou alors, et du coup ça a tourné au drame. Mais la deuxième observation qu'il faille faire, mais quel est l'accrochage que vous pouvez avoir au point de sortir une arme et de tuer deux personnes? Au point de tuer deux personnes. Est-ce que ces gens-là, c'est-à-dire que les défunts, l'ont menacé ou alors l'ont menacé de tirer sur lui et que par après le militaire en question était sous le coup de la légitime défense et a dégainé? Ça, c'est la troisième question qu'il faut se poser. Mais somme toute, il faut, d'après le récit, en attendant que les enquêtes nous révèlent réellement ce qui s'est passé, il faut déjà éloigner la piste des Ambaibos. Oui, ça c'est une bavure. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin ici d'une bavure, d'une bavure comme on en trouve un peu partout. Une bavure militaire. D'une bavure militaire. Et donc, il ne faut pas le généraliser. Parce que j'ai vu dans le reportage a tenté de dire qu'il y a eu un enfant, bien après, qui a été retrouvé mort, qui avait été interpellé par les militaires, et après qu'on a retrouvé mort. Donc ici, il faut faire la distinction. Il s'agit d'un personnage qui est bien connu, qui est venu, un citoyen normal qui est venu dans un hôtel se faire laver sa voiture, et que par après,
on l'a retrouvé mort, criblé de balles et assommé. Donc, d'un côté, les autopsies nous diront concrètement déjà le nombre de balles qu'il a reçu, s'il a été véritablement assommé comme le renseigne ici l'article. Et troisièmement, heureusement, le militaire est en vie et qu'il a été interpellé. Il pourra peut-être témoigner. Il pourra témoigner. Voilà, et mis à la disposition de la gendarmerie de Bamenda. Donc, somme toute, nous attendons que les enquêtes de ce côté-là nous renseignent véritablement sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a 2 personnes qui sont décédées, mais il y a des témoins. Parce que ce n'est pas dans il y a des témoins oculaires, dont celui qui s'exprime dans les lignes de la nouvelle expression. Donc, sans toutefois nous avancer en attendant les résolutions de l'enquête, on se dirige forcément là vers je dirais pas vers une bavure militaire. Ouais, mais écoutez, c'est dommage qu'on en vienne à vivre de telles choses dans une zone où il n'y a pas de sérénité. Vous savez, Idriss l'a dit, l'hôtel Ayaba est considéré comme un lieu hautement sécurisé où des hauts fonctionnaires qui ne peuvent pas, qui ont peur de vivre au sein de la population, où ils ont peur d'être enlevés, vivent au niveau de l'hôtel Ayaba parce que la zone est franchement militarisée. Ouais, justement, cette affaire qui justement fait poser beaucoup de questions au sein de notre armée camerounaise. Est-ce qu'on aurait des potentiels tontons flingueurs qui sont en train d'être formés? Nous aurons de plus amples informations à l'issue de l'enquête qui sera probablement ouverte par les autorités militaires. Nous entrons dans la deuxième thématique de cette émission, cette fameuse quête du pouvoir effréné que nous décrit le journal Le Messager. Depuis les législatives et municipales qui ont eu lieu en 2020, en février 2020, de nombreux mouvements sont observés du côté du parti au pouvoir, notamment du côté de ses membres, des tentatives de positionnement pour être ministrable. Justement, le titre du journal Le Messager en son pied de une, être ministre ou mourir. Se dirige-t-on vers l'implosion du parti au pouvoir? Le parti au pouvoir est-il sur le point d'être consumé par ses propres flammes? Idriss Issom, c'est ce que semble décrire le journal Le Messager aujourd'hui, avec des guerres de positionnement qui sont observées depuis les derniers mouvements, soit les législatives municipales et même les opérations de renouvellement des organes de base. Est-ce que finalement, c'est la théorie du serpent qui se mord sa propre queue? Oui, mais il faut dire, moi j'aimerais que les militants du RDPC qui sont prompts à trouver des éléments de langage pour pouvoir justifier et argumenter sur les postures et les positions de leurs champions, j'aimerais bien là que ceux-là qui veulent imploser le parti, qu'ils trouvent les éléments de langage pour nous justifier cette inertie qui suit 2 ans après, parce que nous sommes véritablement en fin février. Vous savez, les élections ont eu lieu il y a 2 ans, en 2020. Alors, on a laissé courir le temps, et 2 ans après, je pense que c'est renvoyé au calendrier grec. En fait, vous savez que Cédric Digne, lorsqu'il y a une élection, dans une dynamique de récompense des efforts et dans une dynamique de reconnaissance de la reconstitution de la cartographie politique, il est important pour une organisation qui se respecte, lorsqu'il y a une élection, de pouvoir refaire les cartes. C'est-à-dire que vous ayez gagné ou perdu. Alors, il y a des endroits où vous avez perdu et il y a des endroits où vous avez gagné. Il y a des endroits hier où vous étiez perdant, où vous avez gagné. Il faut récompenser les efforts des uns des autres. Et vous savez que dans la récompense des efforts des uns des autres, il y a des postes de strapontins qui peuvent être des strapontins ministériels, qui peuvent être des postes de direction générale. En fait, il faut récompenser les acteurs politiques qui ont travaillé. Parce que cela motive, parce que cela fait que lors des prochaines échéances, les gens vont encore mouiller le maillot pour leur parti. Alors, si quelqu'un mouille le maillot pour son parti, c'est-à-dire qu'il a l'impression, et vous avez, quand on lit l'article, quand on voit l'article, on se dit qu'il y a des officines. Vous savez qu'il y a des coachs, il y a des mentors, il y a des gens... Il y a des mentors qui sont spécialistes dans le placement des personnes ressources. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est pour ça que quand on parle tout des batailles, des clans et tout ce que cela comporte. Donc, les uns et les autres étaient sûrs que après 2020, les élections législatives et municipales, il devait y avoir un renouvellement du personnel politique, ou tout au moins de ministériel, pour pouvoir récompenser et faire entrer de nouvelles forces. Parce qu'en fait, c'est même le langage, et c'est même le RDPC n'a qu'à voir ça dans ses ressources. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement des dirigeants. Oui. Alors, ça veut dire que les militants du RDPC sont pour qu'on renouvelle les dirigeants, qu'il y ait de nouvelles forces.
Mais maintenant, est-ce que le leader, celui-là qui est le président national et qui est en même temps le chef de l'État, a compris le message de la base? Je doute fort. Et est-ce que maintenant, ceux-là qui ont manœuvré pour positionner de nouvelles cartes, de nouveaux hommes politiques, pour que peut-être avec des promesses par-ci, par-là, avec des deals, qui savaient que le moment venu, ils vont pouvoir statuer dans le renouvellement des fonctions, repositionner les uns les autres, positionner les pions et tout le reste. On est dans un statu quo qui, entre guillemets, peut-être agace cette... C'est bien cela. Donc, alors, l'implosion, oui, moi je pense que l'implosion, elle est là. Vous savez que l'implosion couvre toujours sous la cendre, sous le feu, la cendre. Vous savez que le feu du RDPC est un feu qui peut être un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que non seulement il peut consumer l'adversaire, mais il peut aussi nous consumer nous-mêmes. Donc, moi je dis, on est dans une situation où le président du RDPC, le chef de l'État, est dans une inertie qui, sûrement, les militants de l'RDPC ont les arguments pour le dire. Moi, je ne peux pas l'expliquer parce que je ne suis pas dans ça. Je ne sais pas de quoi ça, mais on constate que rien n'a bougé. On constate que les uns et les autres attendent que ça bouge, ça ne bouge pas. Maintenant, ceux qui ont fait des deals commencent à s'impatienter. Oui, justement, Prince Aristide Ngekam, vous avez sûrement suivi cette actualité où la rumeur d'un remaniement durant le week-end a paralysé littéralement toute la capitale. Aujourd'hui, plus rien. Est-ce que, après cet agacement dont parle Idriss Lissom, on pourrait assister à des retournements de veste même au sein du parti de la Flamme? Non, mais je ne dirais pas que l'exercice que vous me demandez de faire n'est pas loin de la sorcellerie. N'est pas loin de la sorcellerie parce qu'il y a une seule personne qui nomme des ministres ou alors fait des réaménagements gouvernementaux ou alors des remaniements. Des remaniements, c'est le président Biya. Oui. C'est le président Biya qui est par ailleurs le président de la République du Cameroun. Donc, lui seul a le timing. Et donc, du coup, toutes choses, c'est-à-dire toutes les supputations que nous pouvons faire, que ce soit dans la presse ou des réseaux sociaux, peut-être, et certains s'appuient sur un certain nombre de données factuelles, ou alors d'habitude du président de la République, ou alors des prédispositions classiques. Vous vous souvenez que lorsque l'élection présidentielle est passée, les gens estimaient que normalement le président de la République devait entamer son nouveau septennat avec une nouvelle équipe. Avec une nouvelle équipe. Rien n'y est fait. La même chose a été constatée pendant en 2020 avec les législatives municipales où certains analystes ont estimé que le président, en fonction des gens estimaient que le président devrait en principe réorganiser son gouvernement pour donner une sorte de bouffée d'oxygène à l'équipe afin d'affronter les défis que lui-même il a fixé. La troisième chose, c'est quoi? C'est que parce qu'il faut le dire, la semaine dernière, les gens sont partis sur un fait que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a été missionné par le président de la République au niveau du sommet, je pense, du sommet Union africaine, et que par ailleurs, il se suffirait que c'est lui qui bloquerait le gouvernement. Et que comme il a été missionné de ce côté-là, le président de la République devrait en principe le faire. Comme si le président Biya avait peur de lui. Non. Seul le président sait pourquoi il ferait un remaniement. Seul le président a le timing. Je vous dis, seul le président Biya a le timing. Les uns et les autres peuvent se supputer en disant le président ne travaille plus, mais attendons de voir. Est-ce qu'à force de trouver le temps long, il n'y aura pas à l'intérieur même de l'appareil du RDPC ceux qui décideront tout simplement de jeter l'éponge ou de retourner? Non, ils feront rien. Les gens ont des ambitions, que ce soit dans le RDPC, même dans la société civile et même dans les partis d'opposition. Qui vous dit que c'est seulement dans le RDPC qu'on attend? Même dans les partis d'opposition. Vous vous souvenez que le dernier réaménagement gouvernemental a connu l'entrée d'un leader de parti d'opposition qui est Momo, pour ne pas ministre délégué au niveau de la justice. Donc, ils sont nombreux qui attendent, que ce soit les militants du RDPC, venant de la société civile, qui pensent que le président, qui sont capés aussi pour servir auprès du président de la République afin de faire avancer le Cameroun. La troisième chose que je vais ajouter, c'est qu'au-delà de ça, il y a un problème d'équilibre
qui est avancée dans les chaumières. Les uns estiment qu'il y a des départements et des régions qui ont beaucoup de ministres, qui sont privilégiés. Je cite par exemple la région d'origine du président de la République qui a pratiquement 3 ministres et pas n'importe quel ministère. Pendant ce temps, vous avez les départements qui ont simplement des ministres délégués. Vous avez des départements comme le département du Béret qui n'ont pas de ministre depuis près de 40 ans, qui aussi attendent. Vous avez les départements comme le département du Onkam qui n'ont pas de ministre depuis pratiquement, je dis, ça fait plus de 15 ans, depuis le départ du ministre Ngako Tomjo au ministère de l'Eau et de l'Énergie. Donc, vous avez plusieurs départements d'origine. Le Cameroun est donc devenu un gâteau? Non, ce n'est pas le gâteau. Il est question ici de demander au président, et c'est un plaidoyer qui est fait tous les jours, de demander au président d'associer tous les fils. Il n'y a pas des départements qui ont des fils des plus intelligents que les autres. Il y a des intelligences partout. Et la chose qui est demandée au président, c'est des questions de justice sociale. Il faut associer tous les fils du Cameroun et non de privilégier les uns et de léser les autres. Oui, donc voilà autant de problèmes qui sont posés au niveau du oui, Idriss, pour sortir de ce sujet. Oui, juste pour dire qu'en fait, l'essentiel, Cédric, ça ne devrait justement pas être les nominations. L'essentiel, ça devrait être que nous vivons mal et nous avons des problèmes et que ces problèmes soient résolus. Vous pensez que si les gens avaient l'eau, si les gens avaient la lumière, si les gens vivaient mieux, avaient des produits de vivriers qui coûteraient moins cher, on serait là à spéculer. En train de spéculer sur qui sera ministre ou pas. Les gens veulent des ministres pour continuer à mettre la main dans la fortune publique. Oui, justement, cette bataille qui pourrait peut-être aboutir à un recalibrage de la cartographie politique au Cameroun qui est attendu par l'ensemble des acteurs politiques aujourd'hui. Nous entrons dans la dernière thématique de ce sujet concernant ce que certains observateurs qualifient déjà de prochaine guerre au Cameroun, la bataille foncière. Et Forum Libre nous dit que sur le terrain de cette bataille foncière, il faut désormais compter avec de nouvelles procédures. Qu'est-ce que le domaine national? Qu'est-ce que le domaine privé de l'État? Qui peut s'y installer et comment? Nous essaierons d'en savoir un peu plus avec le directeur de publication de Forum Libre, Prince Aristide Gekam. À quoi rime cette nouvelle donne? Non, je pense que nous avons tous, depuis pratiquement quelques années, parlé du risque de guerre foncière. Et je pense que c'est à l'issue de doléances d'un certain nombre de personnes et du constat des procédures à n'en plus finir dans les juridictions que le ministre ici a pris le 2 février dernier 2 circulaires rappelant un certain nombre de dispositions qui n'ont jamais été appliquées. La première chose qu'il faut observer, c'est que les abandons de certificats ou les certificats d'abandon coutumier n'existeront plus. Parce que, sur le plan de la loi même, elle ne devrait même pas exister. Mais vous vous souvenez qu'elle a toujours été utilisée et même homologuée par les autorités administratives, alors que la loi l'interdit. Donc le ministre ici vient rappeler que cet état de choses ne va plus exister. Pourquoi? Parce qu'au départ, lorsque vous achetez un terrain dans une communauté, un terrain qui n'est pas titré, oui, vous voyez des chefs, un chef traditionnel ou alors la collectivité territoriale qui vous signe un certificat d'abandon de coutumier. C'est avec ça que vous montez votre dossier pour demander un titre foncier. Mais donc cette histoire va disparaître. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que le domaine national, c'est quoi? Le domaine national, c'est comme le champ d'Idriss Lissom, le champ qu'a laissé les parents à Idriss Lissom. Lorsque le domaine national appartient à l'État, en réalité, et lorsque vous êtes le premier propriétaire, par exemple, et que vous voulez le certifier ou alors le légaliser, qu'est-ce que vous faites? Vous avez deux choix. Si vous êtes né avant 1974, c'est-à-dire avant la loi de 1974, vous faites une demande d'immatriculation directe. Mais il se trouve que vous avez des gens qui sont nés après 1974 qui vous disent qu'ils ont obtenu un titre foncier en passant par les demandes d'immatriculation directe, ce qui est une incongruité, et ils se retrouvent là dans les tribunaux. La deuxième chose qu'il faut observer, c'est que lorsque vous êtes dans le cas du domaine national et que vous êtes né après 1974, vous devez faire une demande de concession à l'État. La procédure suit son cours et le ministre vous obtient, vous délivre un titre foncier. Et dans le cas du domaine privé de l'État, le domaine privé de l'État, c'est quoi? C'est qu'il y a des terres qui appartiennent à l'État et que l'État peut vendre ou alors les louer. Et la procédure, c'est quoi? La procédure, c'est que commence par les départements où une commission est créée et présidée par les préfets dans les différents départements. Vous sollicitez, c'est-à-dire que vous sollicitez le terrain, on fait des descentes sur le terrain, vous allez sur le terrain, vous choisissez peut-être votre parcelle, le préfet signe,
préside la commission, arrête les lots et le soumet à l'attention du ministère des Domaines qui le certifie. Et vous allez payer au niveau des domaines et vous obtenez votre titre foncier. Combien respectent ça? Ils ne sont pas nombreux. Vous avez des terrains de l'État qui sont loués par des opérateurs privés. Vous voyez, je prends un exemple. Vous avez le long de l'axe Lot. Tous les longs de l'axe Lot appartiennent à l'État. Donc tous ceux qui sont là signent des bails. Oui. Non, ils signent des bails de 0 à 18 ans ou alors de 18 ans à 99 ans. On appelle ça les bails amphithéotiques. Oui. Donc ils sont nombreux, malheureusement, qui ne payent même pas. C'est-à-dire qui occupent même des stations-service, qui ne payent pas ces redevances foncières et domaniales au niveau de l'État. Donc, il y a 2 circulaires ont été signés par le ministre des Domaines pour dire la récréation est terminée. Oui. La récréation est terminée, oui. Autant que faire se peut pour limiter les litiges fonciers. À n'en plus finir. Madame, monsieur, justement. Information, éducation et communication du ministère des Domaines attendue auprès des populations pour que tout le monde... Exactement. Et le ministre des Domaines a dit, il faut dénoncer même les fonctionnaires qui veulent violer les textes, et même les citoyens qui veulent violer. Et notamment, il y a des sanctions qui sont prévues au niveau même du ministère des Domaines avant d'aller au niveau de la justice. C'est avec ce titre.